Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez survécu à la canicule et que vous profitez bien de vos vacances d'été. Moi ça va pas mal, et comme chaque dimanche, je vous ai préparé un petit tour d'horizon des nouvelles que j'ai lues cette semaine et qui m'ont paru intéressantes. Alors, sans plus attendre, voici ce qui vous attend aujourd'hui. Et on attaquera ce journal avec des alpacas, ou plutôt des alpagas si vous préférez. Et si vous connaissez pas trop cet animal, c'est un genre de petit lama avec une fourrure super moelleuse et une bonne bouille, en tout cas c'est mon avis. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas seulement parce qu'il a une démarche rigolote et qu'il est assez populaire au Japon, mais c'est parce qu'il pourrait bien détenir les clés pour vaincre le Covid. Donc bougez pas si vous êtes intrigué, je vous explique tout ça dans quelques minutes. Après ça, on fera un point rapide sur le nombre de visiteurs étrangers étant arrivés au Japon le mois dernier, et on verra notamment que le simulacre d'ouverture des frontières aux touristes organisé par le gouvernement japonais n'a pas séduit grand monde. Quelle surprise! Pour notre troisième sujet de la semaine, on s'intéressera aux magasins sans caissier qui existent déjà au Japon, mais qui restent encore très rares, faut bien le reconnaître. Mais les choses vont peut-être changer très bientôt, et on pourrait voir leur nombre fortement augmenter dans les mois et dans les années qui viennent. Et on terminera ce journal sur un nombre qui baisse cette fois, et c'est tant mieux, puisqu'il s'agit de celui des sans-abri au Japon. Voilà, leur nombre qui est déjà extrêmement bas continuerait de baisser d'année en année. On verra pourquoi, mais aussi que la définition des sans-abri exclut en fait pas mal de monde de ce recensement. Et après les news, ne quittez pas tout de suite, j'aurai deux petites annonces à vous faire. Une concernant des cours de japonais et la seconde à propos du journal de la semaine prochaine et d'un déplacement que je vais faire. Voilà, donc pour en savoir plus, rendez-vous en fin de vidéo. Alors avant de parler de notre futur animal préféré à tous, si vous aimez ce journal et que vous voulez m'aider à le faire connaître à plus de monde, rien de plus simple, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux, mettez un like bien sûr, et puis si vous avez quelques secondes pour lâcher un petit commentaire, même si c'est un seul mot ou un emoji, ça fait toujours plaisir et ça serait vraiment super. Voilà, merci d'avance à tous ceux qui le feront, et c'est parti pour la première nouvelle de cette semaine. Et pour commencer notre journal, je vais vous présenter le sauveur de l'humanité, en tout cas si on en croit des chercheurs japonais. Donc notre futur héros mesure environ 90 cm, il a une bonne tête rigolote, et surtout il a une fourrure super moelleuse qu'on a forcément envie de toucher dès qu'on le voit. Je veux parler de l'alpaca. Bon ok, il est mignon, mais pourquoi c'est notre sauveur? Eh bien parce que d'après des chercheurs de l'université de Kyoto, notre ami à poil long aurait en lui une arme secrète pour lutter contre le Covid. Et d'après les scientifiques, il suffirait de plonger régulièrement ses mains dans la fourrure toute moelleuse d'un alpaga, ou même de regarder des photos ou des vidéos mignonnes d'alpaga pour être complètement protégé du Covid. Bon, ne vous ruez pas aux os tout de suite, je déconne évidemment, mais vous reconnaîtrez que ça aurait été quand même bien sympa comme protection, non? En tout cas, plus sympa que de se faire piquer tous les 6 mois. Enfin, la réalité est un poil plus sérieuse, puisqu'il s'avère que les alpacas, ou les alpagas, auraient des anticorps super efficaces pour mettre la fessée à tous les variants du Covid. En fait, ils ont des anticorps qui sont beaucoup plus petits que les nôtres, et ça les rendrait du coup beaucoup plus efficaces contre les coronavirus. Alors l'alpaca n'est pas le seul animal qui a des petits anticorps, et il y a aussi le requin par exemple, mais vous avouerez que c'est quand même un peu plus simple de faire des prises de sang et des expériences sur un alpaca plutôt que sur un requin. Du coup, les chercheurs japonais ont utilisé des simulations par ordinateur pour tester l'efficacité de près de 20 millions d'anticorps des alpacas. Ils ont trouvé au final que 6 d'entre eux arrivaient facilement à accrocher au coronavirus, et surtout que si 2 d'entre eux étaient combinés, ils étaient ultra efficaces contre tous les variants du Covid. La mauvaise nouvelle, c'est que les essais cliniques commenceront seulement l'an prochain, et que pour l'application sur l'homme, ce ne sera pas avant 2 ans. Donc c'est pas pour tout de suite, et il va falloir encore continuer à porter notre masque régulièrement, à se laver les mains et à se faire piquer. Voilà. Donc c'est un peu ballot, parce que comme j'en ai parlé la semaine dernière en plus, le Japon est en plein dans la 7e vague de Covid et le nombre de cas positifs bat des records tous les jours. On était à 195 000 personnes testées positives vendredi, mais par contre c'est une première je pense, vous me direz ce que vous en pensez si vous êtes ici, mais j'ai l'impression que les Japonais s'en moquent éperdument. Lundi dernier par exemple c'était férié, et tous les magasins et tous les restaurants étaient blindés à Yokohama, c'était vraiment noir de monde. Voilà, j'ai vraiment l'impression que les Japonais ont enfin accepté de vivre avec le virus, et puis comme le gouvernement n'a demandé aucune restriction et aucune limitation de mouvement, les gens vivent leur vie normalement, comme si de rien n'était, et recommencent à faire des trucs qu'ils ne faisaient plus trop ou qu'ils se retenaient de faire plus ou moins depuis bientôt 3 ans, comme voyager à l'étranger par exemple. Et ça se ressent nettement au niveau des départs hors du pays, puisqu'au mois de juin, il y a eu 5,6 fois plus de Japonais qui ont voyagé à l'étranger par rapport à 2021. C'est toujours 2 fois moins qu'en 2019, certes, mais ça ne cesse d'augmenter.
Par contre, un truc qui augmente pas vraiment, c'est le nombre de visiteurs étrangers et encore moins celui des touristes. Parce que même si en juin, 120 400 visiteurs étrangers exactement sont entrés au Japon, ça reste 18% de moins qu'en mai et 14% de moins qu'en avril. Faut dire que pendant ces 2 mois, il y avait énormément d'étudiants étrangers qui avaient pu enfin poser le pied au Japon après des mois d'attente. Mais si c'est le 3e mois consécutif où le nombre de visiteurs étrangers dépasse les 100 000, eh bien il y a eu très peu de touristes. Et c'est vraiment une grande surprise, hein. Pourtant, le Japon avait ouvert ses portes aux touristes et les avait accueillis vraiment à bras ouverts, hein, avec des séjours alléchants. Et il y avait d'ailleurs plusieurs journaux qui avaient même fait des gros titres là-dessus, en montrant des magasins et des quartiers entiers de Tokyo, des quartiers touristiques comme Asakusa par exemple, hein, qui se préparaient à l'afflux de touristes étrangers. Et ils les attendent encore. Alors je me moque évidemment, mais avec 252 touristes étrangers en juin, franchement, il y a de quoi se moquer et il y a de quoi rire jaune. Mais évidemment, les tours organisés obligatoires, les prix prohibitifs et l'absence totale de liberté sur place, c'est déjà un miracle qu'il y ait eu 252 touristes. Et le plus ridicule, hein, c'est que si ces 252 touristes, ou plutôt ces cobayes, hein, ont dû être surveillés comme des pédophiles récidivistes dans un jardin d'enfants, eh bien, les 120 148 autres étrangers qui sont entrés au Japon le mois dernier n'avaient aucune règle, hein, zéro. Ils pouvaient aller où ils voulaient et faire ce qu'ils voulaient. Enfin bon, apparemment, il y a presque 15 000 nouveaux cobayes, hein, qui ont fait la demande pour pouvoir entrer au Japon en juillet. Donc je leur souhaite pas un bon voyage, ça sera probablement pas le cas, mais en tout cas, je leur souhaite bon courage. Alors vous l'aurez deviné, hein, mais les 120 000 étrangers, ce sont des internes techniques, des étudiants, des hommes d'affaires ou des joueurs du PSG. Parce qu'apparemment, le PSG est venu au Japon pour faire une tournée d'entraînement ici. Et ils ont d'ailleurs gagné un match contre l'équipe de Kawasaki Frontale. Mais comme il faisait trop chaud et humide, eh bien ces petits chats sont rentrés plus tôt que prévu. Faut dire qu'ils ont dû être étonnés, hein, parce que c'était complètement imprévisible qu'il ferait chaud et humide au Japon en plein mois de juillet. Vraiment, quelle surprise. Enfin bon, s'il y a pas mal de monde qui rentre au Japon comme dans du beurre, c'est pas encore le cas de tout le monde, et les vrais touristes au Japon, c'est comme les caissiers dans certains magasins japonais. Il y en a pas. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais il existe déjà quelques supérettes sans personnel au Japon. Mais si pour l'instant ça reste extrêmement rare, eh bien ce genre de magasin devrait devenir de plus en plus courant avec l'arrivée du groupe NTT sur ce marché. NTT, c'est un énorme groupe de télécom qui comprend notamment Docomo, hein, le principal opérateur téléphonique du pays, mais le groupe touche vraiment à tout puisqu'il est vraiment très gros et il touchera donc bientôt au supermarché sans caissier. Et la société a annoncé cette semaine qu'elle comptait ouvrir 200 petits magasins comme ça dans tout le pays d'ici 2024. Il prévoit d'abord de les installer à l'intérieur de sociétés, dans des hôpitaux, dans des écoles ou dans des lieux à la campagne qui manquent cruellement de main-d'œuvre. Alors ça peut vous étonner qu'il y ait des petites supérettes comme ça dans ce genre d'endroit, mais il y a déjà des combini dans certaines grosses sociétés, hein, au pied d'immeubles qui en regroupent plusieurs par exemple. Idem pour les hôpitaux et certaines écoles, plutôt des lycées privés ou des facs d'après ce que j'ai vu. Alors concrètement, comment ça va marcher ces magasins ? Eh bien, pour faire les courses, les clients devront utiliser leur portable pour scanner un code QR à l'entrée. Ensuite, ils devront scanner les articles qu'ils veulent acheter, puis ils paieront également par carte ou avec un moyen de paiement sans contact qu'ils auront déjà enregistré évidemment dans leur portable. Pour ceux qui l'ignorent encore, hein, il y a tout un tas de moyens de paiement sans contact au Japon. Ça s'est énormément développé depuis l'arrivée du Covid et j'en avais d'ailleurs déjà pas mal parlé, hein, dans le numéro 20 du petit journal du Japon. Je mettrai le lien en fin de vidéo pour ceux qui l'auraient raté. Alors le coup de scanner le code QR quand on arrive dans le magasin et de scanner les articles, c'est pas nouveau, hein. Je le fais d'ailleurs souvent dans un supermarché près de chez moi, mais en général il faut ensuite passer à une borne pour payer, voilà. Alors qu'avec ce nouveau système, tout se fera directement sur le portable. Du coup pour le client, il n'y a pas besoin de faire la queue, ce qui est sympa, faut bien le reconnaître, mais au final, comme au Japon on fait rarement la queue plus de 2 minutes, ça va pas révolutionner la vie des clients. Par contre, pour le magasin, il y a beaucoup d'avantages. Parce qu'avec ce système, évidemment, le seul personnel nécessaire, c'est celui qui est là pour placer les articles dans les rayons ou faire le ménage. Et du coup, plus de problèmes de main-d'œuvre et le magasin peut rester ouvert toute la nuit sans souci. Et tout ça, ça fait augmenter les ventes et donc les bénéfices. Et c'est pas tout, puisque l'intelligence artificielle peut en plus recommander la bonne quantité de produits à commander en fonction des stocks, en fonction des habitudes d'achat des clients et même de facteurs extérieurs comme la météo. Et si tout ça marche aussi bien en vrai que sur le papier, ça permettra aussi de faire baisser le nombre d'articles invendus. Et du même coup, ça fera diminuer le gâchis alimentaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Et NTT est loin d'être la seule boîte à se lancer dans ce créneau, puisque Family Mart, la chaîne de combini qu'on ne présente plus, a aussi annoncé un partenariat avec la poste japonaise pour ouvrir des petits magasins comme ça dans des bureaux de poste et aussi dans des gares, en collaboration avec East Japan Railway, donc la société de transport ferroviaire qui couvre tout l'est du Japon. Voilà, donc Yokohama et Tokyo notamment. Donc vivement qu'il y en ait un près de chez moi, comme ça j'irai filmer tout ça et je vous le montrerai dans une vidéo. Voilà, donc le nombre de magasins sans caissier devrait continuer à augmenter et celui des caissiers et des employés à diminuer. C'est un peu triste de voir disparaître cette profession, je suis d'accord, mais de toute façon, dans les supérettes et dans les supermarchés japonais, il n'y a déjà aucune communication entre les clients et les caissiers, à part vous voulez un sac plastique ou bien vous payez comment. Donc bon, le contact humain ne manquera probablement à personne. Et puis on peut quand même se rassurer sur le sort des caissiers en se disant que même s'ils perdent leur travail, ils ne finiront probablement pas à la rue, puisque le nombre de sans-abri au Japon, qui était déjà très très bas, a encore baissé l'an dernier. Parce que j'ai appris cette semaine que non seulement ce nombre avait baissé, mais qu'il avait même atteint son niveau le plus bas jamais enregistré depuis 2003. 2003, c'est la date à laquelle le gouvernement a commencé à faire ce recensement. Et cette année-là, il y avait plus de 25 000 sans-abri au Japon, mais leur nombre a baissé d'année en année. Et l'an dernier, encore, la baisse était de presque 10%. Et au final, il y aurait actuellement seulement 3 448 personnes sans domicile fixe dans tout le pays, donc 7 fois moins qu'en 2003. À titre de comparaison, en France, il y aurait 300 000 personnes sans domicile fixe, selon l'INSEE. C'est 2 fois plus qu'en 2012 et 3 fois plus qu'en 2001. Mais attention, parce qu'en France, la différence est très claire entre les SDF d'un côté et les sans-abri de l'autre, qui eux seraient seulement 30 000. Donc selon qu'on parle de sans domicile fixe ou de sans-abri, c'est complètement différent. Et dans les articles que j'ai lus sur la situation au Japon, il y avait des termes en anglais et il y avait certains articles en français, j'ai l'impression qu'on mélangeait un peu les deux termes. Mais quoi qu'il en soit, le Japon est de toute façon l'un des pays, si ce n'est le pays au monde, avec le nombre de sans-abri le plus faible. C'est en majorité des hommes, mais avec la crise sanitaire, le nombre de femmes qui viennent aux distributions de repas gratuits a beaucoup augmenté, et du côté de la répartition sur le territoire japonais, 80% d'entre eux sont dans les plus grandes villes du pays. Donc rien d'étonnant de ce côté-là, mais c'est à Osaka qu'ils sont les plus nombreux avec 923 personnes, suivis des 23 arrondissements de Tokyo qui en compteraient que 703, donc pourtant Tokyo est beaucoup plus grand qu'Osaka, et Yokohama est à la 3e place avec 285 sans-abri. Alors cette baisse elle est bien réelle et elle s'explique par des politiques de soutien de la part des autorités locales, par l'action de certaines ONG évidemment, mais aussi et surtout par des lois prises au niveau national pour aider cette frange de la population. Par exemple en 2002 il y a eu la loi de soutien à l'autonomie des SDF et elle prévoyait d'aider les SDF à trouver un travail, à pouvoir suivre une formation professionnelle et aussi à obtenir un logement. Et en 2015, il y a eu une autre loi de soutien à l'autonomie des personnes tombées dans la pauvreté, cette fois, c'est un tout petit peu différent, puisqu'elle avait pour objectif de faire bénéficier de toutes ces mesures aux personnes qui risquaient de devenir sans-abri. Alors évidemment, cette baisse et ces lois, ce sont de bonnes nouvelles, mais il ne faut pas non plus oublier que certaines catégories de personnes, comme celles par exemple vivant dans les manga cafés ou dans les cybercafés, ne sont pas prises en compte dans ces statistiques, alors que ce sont des personnes sans domicile fixe. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au Japon, la définition officielle du terme sans-abri, c'est que les personnes qui vivent au quotidien dans les parcs ou en ville, au bord de rivières ou de routes, dans des gares ou bien dans d'autres installations. Mais si on comptait aussi les personnes qui n'ont pas de domicile fixe, ce nombre serait très certainement plus élevé, parce que comme je viens de le dire, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des manga cafés par exemple. Alors si vous êtes déjà venu au Japon, même plusieurs fois, il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais vu le moindre SDF dans la rue, parce que la plupart du temps, ils sont regroupés dans des endroits très spécifiques, et surtout ils ne font pas la quête. Voilà, c'est très rare au Japon de voir quelqu'un faire la quête. J'ai déjà vu un mec avec une pancarte près de la gare de Yokohama, mais ça reste extrêmement rare et il était juste assis avec sa pancarte. Il ne demande jamais aux gens de donner de l'argent. Voilà. Mais par contre, si vous vous baladez dans une grande gare le soir, après le départ du dernier train, vous allez voir qu'il y a pas mal de SDF qui apparaissent un peu de tous les côtés. Ça m'avait vraiment étonné un jour à la gare d'Ueno, il n'y en a absolument aucun dans la journée. Mais une fois, on était avec un pote et on avait raté le dernier train et on avait vu des dizaines et des dizaines de SDF s'installer dans la gare et sortir un peu de tous les côtés pour passer la nuit un peu à l'abri. Voilà, je vous ai parlé seulement en surface de ce sujet parce que c'est évidemment assez complexe et puis que l'actualité, c'était l'annonce de la baisse du nombre de SDF. Mais si le sujet vous intéresse, je vous mettrai dans la description le lien vers la première vidéo d'une série de 3 vidéos que le mec de la chaîne Life Where I'm From
avait fait il y a 3 ou 4 ans. C'est un Canadien qui vit au Japon et qui fait des vidéos super bien d'ailleurs. Et il y a aussi une vidéo de Nobita from Japan, un youtubeur japonais qui avait fait 2 vidéos sur une jeune femme qui était devenue SDF. Allez les voir après ce journal si ça vous intéresse, elles sont vraiment très bien faites et très instructives. C'est tout pour l'actualité de la semaine, j'espère que ça vous a intéressé et d'ailleurs si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, eh bien c'est par là que ça se passe. Il y a un petit bouton merci avec un petit cœur sous la vidéo et vous trouverez aussi les infos pour mon Patreon dans la description. Voilà. Merci d'ailleurs à mes contributeurs et à tous ceux et celles d'entre vous qui ont encore fait des gestes très généreux la semaine dernière. Voilà, je vous suis vraiment reconnaissant. Alors je sais, je radote chaque semaine à remercier les gens, mais je passe pas mal de temps sur ce journal, voire même beaucoup de temps. Alors ça me touche vraiment de voir que ce boulot est apprécié. Donc voilà, un grand merci à vous tous pour votre soutien et pour votre fidélité. Alors maintenant, les 2 annonces dont je vous ai parlé tout à l'heure. La première, c'est que si vous avez trop de temps libre cet été ou que vous êtes motivé et que vous avez envie de commencer à étudier le japonais, eh bien, ma femme, qui est prof de japonais ici dans une école depuis 8 ans maintenant, donne des cours sur Zoom tout l'été. Bien sûr, si ça vous plaît, vous pourrez toujours continuer à la rentrée. Je vous mets toutes les infos dans la description et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me contacter directement sur Insta, je vous en dirai plus. La deuxième annonce, c'est qu'il n'y aura pas de petit journal du Japon dimanche prochain, désolé, parce que ce jour-là, je serai à Nagoya et j'aurai d'ailleurs tout l'après-midi de libre sur place. Donc si quelqu'un d'entre vous est là-bas ou est pas loin et qu'il serait partant pour être interviewé pour apparaître sur la chaîne, ou tout simplement pour me faire visiter un peu la ville, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me contacter sur Insta. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité et rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro du Petit Journal du Japon.